Bonjour à tous et bienvenue sur le labo d'Astrovédique. Je m'appelle Claire et dans cette première vidéo sur le zodiaque, je vais tout d'abord vous montrer de quelle manière la bande zodiacale fut définie par les anciens observateurs du ciel. Ensuite, je vous présenterai le zodiaque lié au mouvement apparent du Soleil, qui a donné naissance au signe astrologique solaire, et pour finir, le zodiaque lié au mouvement de la Lune, qui a conduit à définir les signes astrologiques lunaires, ou plus communément appelés en astrologie védique les nakshatras, qui veut aussi dire demeure lunaire. Avant de commencer, il me paraît important de préciser que l'astrologie n'est pas une science séparée de l'astronomie. Et avoir quelques notions de base sur une représentation du système Soleil-Terre-Lune est franchement nécessaire si l'on veut comprendre les forces célestes en mouvement et pouvoir en tirer une interprétation au niveau astrologique. Sur cette diapo, je vous montre l'écliptique. L'écliptique est la trajectoire apparente du Soleil, que l'on nomme aussi plan écliptique. C'est donc un plan imaginaire qui contient l'orbite de la Terre autour du Soleil. Regardons ça de plus près et tout d'abord, posons-nous la question, qu'est-ce que le zodiaque ? Historiquement, le zodiaque a toujours eu une grande importance, tant au niveau astronomique qu'au niveau astrologique. Le zodiaque est une zone du ciel qui s'étend sur environ 9 degrés de part et d'autre de l'écliptique. Il ressemble à une bande ou une ceinture qui forme un cercle de 360 degrés. Pourquoi le zodiaque se trouve-t-il à 9 degrés au-dessus et 9 degrés en dessous de l'écliptique ? Eh bien, comme nous le savons, la Lune tourne autour de la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil. Si on observe les orbites des 5 planètes visibles à l'œil nu depuis la Terre, on remarque que leur orbite forme de petits angles par rapport au plan de l'écliptique. L'orbite de la Lune forme un angle d'environ 5 degrés. Vous le voyez sur ce schéma et vous le voyez également en dessous, en coupe transversale. Ça va vous donner une idée approximative de l'inclinaison des plans orbitaux de ces planètes par rapport au plan de l'écliptique. L'inclinaison du plan orbital de la Lune est donc de 5 degrés. Les nœuds lunaires nord et sud, appelés en astrologie védique Rahu pour le nœud nord et Ketu pour le nœud sud, sont les points d'intersection de l'orbite de la Lune avec le plan de l'écliptique. Ils sont également limités à 5 degrés en dessous et 5 degrés au-dessus. Ce sont les nœuds lunaires qui donnent naissance aux différentes éclipses qui se produisent au cours de l'année. L'orbite de Mercure forme un angle d'environ 7 degrés, donc l'inclinaison de son plan orbital se trouve aussi à être à 7 degrés de chaque côté du plan de l'écliptique. De même, l'orbite de Vénus forme un angle d'environ 3 degrés 4. Pour Mars, il s'agit d'un angle d'environ 1 degré 85. Pour Jupiter, l'angle est d'environ 1 degré 3. Et enfin, Saturne forme un angle d'environ 2 degrés 5. L'ensemble de ces trajectoires se trouve donc proche du plan de l'écliptique, formant une sorte de disque planétaire aplati. Et lorsque nous regardons le ciel depuis la Terre, on s'aperçoit que toute l'activité planétaire observable dans notre système a lieu dans cette bande étroite du zodiaque qui fait donc environ 18 degrés de hauteur. On appelle aussi cette bande la ceinture céleste. De nombreux groupes d'étoiles ou de constellations apparaissent également sur cette bande imaginaire. C'est la raison pour laquelle les constellations qui se trouvent dans cette partie du ciel ont toujours été d'un intérêt particulier pour les astronomes et les astrologues. Et bien sûr, on y trouve les 12 constellations qui ont donné leur nom aux 12 signes astrologiques. Nous retrouvons ici le plan écliptique et la ligne qui représente le trajet apparent du Soleil. Comme il faut à la Terre environ 365 jours pour accomplir sa révolution autour du Soleil, on a l'impression que le Soleil progresse sur la bande du zodiaque au cours de l'année. Cette bande du zodiaque est donc ce cercle de 360 degrés qui a été divisé de manière longitudinale en 12 parties égales de 30 degrés chacune. En astrologie et en astronomie, chaque degré est divisé en 60 minutes et chaque minute en 60 secondes. La raison pour laquelle le zodiaque a été divisé en 12 parties vient du fait que le Soleil progresse d'environ 1 degré par jour
et met donc 30 jours en moyenne pour traverser une section du zodiaque de 30 degrés. C'est ce qui explique qu'une année est constituée de 12 mois d'une durée moyenne de 30 jours chacun. Cette division du zodiaque en 12 parties égales est à l'origine des 12 signes astrologiques ou signes solaires. Pourquoi signes solaires ? Eh bien, puisque le Soleil traverse un signe du zodiaque en un mois et qu'il est un point de référence temporel sur une année, on peut dire que les signes du zodiaque sont liés au mouvement apparent du Soleil. Donc revenons maintenant au schéma. Le premier signe du zodiaque commence donc à 0 degré et se termine à 30 degrés. C'est le signe du Bélier. En astrologie védique, il s'appelle Mesha. Le deuxième signe commence à 30 degrés et se termine à 60 degrés. C'est le signe du Taureau ou Vrishabha. Et ainsi de suite jusqu'au dernier signe qui commence à 330 degrés et se termine à 360 degrés. C'est le signe des Poissons ou Mina qui marque ce qu'on appelle la fin du zodiaque. En astrologie védique, chaque signe possède des qualités spécifiques qui lui sont propres. Ces qualités ont été attribuées au signe du zodiaque par les anciens sages, probablement après une exploration très approfondie, tant sur le plan concret et matériel que sur les plans plus subtils. Vous pouvez, si vous le voulez, retrouver les caractéristiques de chaque signe sur mon site astrovedic.fr. Sur le plan astronomique, il est intéressant de noter que d'une pleine lune à une autre pleine lune, il se passe 29 jours, 12 heures et 44 secondes. En arrondissant, on obtient 30 jours. C'est ce qu'on appelle le mois synodique. Il y a donc une proportion analogique de durée entre le mouvement apparent du Soleil et celui de la Lune. Le Soleil comme repère annuel et la Lune comme repère mensuel. Vous savez peut-être qu'en Inde, le premier zodiaque fut le zodiaque lunaire. C'est tout simplement dû au fait que le mouvement de la Lune est particulièrement visible au quotidien. En observant son mouvement sur la bande zodiacale et pour se repérer dans le temps, les sages ont déterminé 27 astérismes. On appelle astérisme un groupe d'au moins 2 étoiles voisines qui dessinent une figure particulière dans le ciel nocturne. Chaque jour, la Lune traverse un astérisme au cours de son cycle mensuel. C'est la raison pour laquelle ces astérismes sont aussi connus sous le nom de constellations lunaires. Elles portent chacune un nom en lien avec l'époque védique. En sanskrit, on appelle ces constellations lunaires les nakshatras, que l'on peut aussi traduire par demeure lunaire. Chaque demeure lunaire couvre 13 degrés et 20 minutes de l'arc zodiacal et les 27 demeures se déploient donc sur les 360 degrés du cercle du zodiaque. Chaque demeure est ensuite divisée en 4 quarts, appelés padas en sanskrit. Chaque pada représente 3 degrés et 20 minutes de l'arc zodiacal. Le zodiaque entier est donc constitué de 108 padas au total. Nous avons vu précédemment qu'il existe également une division longitudinale de ce même zodiaque en 12 signes solaires de 30 degrés chacun. En astrologie védique, le point de départ du zodiaque, c'est-à-dire le degré 0 du signe du Bélier, est toujours placé en référence à une étoile fixe et coïncide avec le point de départ du premier nakshatra qui s'appelle Ashwini. Comme les demeures lunaires et les signes solaires sont tous deux calculés à partir du même point de départ et que chaque pada d'un nakshatra couvre 3 degrés et 20 minutes d'arc zodiacal, chaque signe contient un total de 9 padas répartis sur 3 demeures lunaires. Lorsque vous ajoutez 9 padas de 3 degrés et 20 minutes chacun, cela fait un total de 30 degrés, ce qui couvre bien la totalité d'un signe du zodiaque. Vous pouvez donc voir que le Bélier ou Mesha couvre les 4 padas du nakshatra Ashwini, les 4 padas du deuxième nakshatra appelé Bhani et le premier pada du troisième nakshatra qui s'appelle Kritika, ce qui fait donc 9 padas au total. En astrologie védique, ce concept de subdivision en parts égales du zodiaque est très important car il permet d'établir de nombreuses cartes ou sous-cartes que j'appellerais divisionnelles. Il en existe 16 majeures et la plus utilisée est la division par 9.
C'est en fait la représentation zodiacale de cette carte que l'on voit sur l'écran en ce moment même. Cette carte divisionnelle s'appelle le Navamsha ou D9. Sur le plan astrologique, la carte Navamsha permet de vérifier la dignité des planètes dans le thème natal, tout en ouvrant l'analyse du thème à une interprétation plus subtile, et surtout, elle est un élément important pour définir de manière plus précise la typologie du conjoint ou partenaire dans votre existence. Voilà pour cette première vidéo sur le zodiaque. J'espère que vous avez maintenant une idée plus précise de ce qu'il est et de la relation qui existe entre signe solaire et signe lunaire. Je vous remercie de l'avoir regardé et si vous souhaitez en découvrir davantage sur l'astrologie védique, vous pouvez vous rendre sur mon site astrovedic.fr, vous abonner à ma chaîne ou encore me suivre sur Facebook. À bientôt!